Putain, je viens de rentrer du boulot, je suis toute mouillée. J'étais un Power Ranger, je suis plus un Power Ranger. Et le copain de ma soeur, il m'a acheté du Pinot dessus. Il a pas fait exprès, certes. Mais on s'en fout. Ah, Luna? J'ai de bonnes oreilles. Du coup, j'ai lu tome 8 et tome 9 de l'Astiro Inuyashiki. Le tome 8, j'ai lu en même pas 15 secondes, non, quand même pas. En même pas 15 minutes. C'est toujours de Hiroya Oku, le tout. Ça ressemble toujours à ça. C'est toujours aussi génial. Là, le tome 8, c'est que de l'action tout le temps pratiquement. T'as les deux protagonistes qui se battent entre eux et t'as Monsieur Inuyashiki, qui, on apprend, qui a 50 ans, qui va finir par devenir le héros, et il va sauver plein de gens. Et là, dans ce tome, dans le tome 9, on va apprendre qu'il y a une grande catastrophe qui va arriver dans le prochain tome, je pense. Et ils vont pas savoir comment faire pour éviter ça, et du coup il y a le bouffon de Trump qui dit à tout le monde qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, genre s'ils veulent voler, s'ils veulent violer des gens, vu que voilà, et ben ils font ce qu'ils veulent. Et là-dedans, il y a Miyashiki qui, après tout ce qui s'est passé dans l'autre tome, qui tu sais pas comment, mais il arrive à passer inaperçu. Quand il va au boulot, il y a personne qui le reconnaît et tout, enfin bref. Et dans le prochain tome, qui normalement est le dernier, je pense que les deux protagonistes vont s'unir pour essayer de réparer tout ça. On verra. Ta gueule! Parce que normalement là j'avais un truc. Mais tais-toi, je suis là! J'ai lu Shutter, le tome 1, qui est sorti chez Glénat. À la base c'est du Image Comics. Le scénario est de Joe Keating et les dessins sont de Leila Del Duca. Tout ça, je sais pas comment ça se prononce. Il y a Félix le chat dedans, comme vous pouvez voir à la couverture. Lolilol. Et en fait, c'est l'histoire de elle qui s'appelle Kate Christopher, qui est une exploratrice, on va dire, à cause de son père. Son père, à la base, c'était un explorateur, et son père l'a initiée à ça dès son plus jeune âge, genre à ses 8 ans ou 7 ans. Elle est partie sur la Lune avec son père. Ouais, enfin, et là, en gros, en fait, il y a son père qui est mort normalement. On apprend que ça fait 10 ans depuis qu'on la voit là, après qu'il est mort, parce que ça se passe quand elle a 28 ans, je crois. Elle a écrit un livre et tout. Et il y a des gens qui vont essayer de vouloir la tuer. En fait, à la base, il y a des gens qui viennent essayer de la kidnapper en lui disant que c'est pour son bien, que c'est pour la protéger de sa famille, genre de ses frères et sœurs, alors que elle n'est pas au courant d'avoir des frères et sœurs. On découvre qu'il y a un frère qui a 8 ans, et ce frère, il a 8 ans, alors que elle, ça fait 10 ans que son père, elle croit qu'il est mort. Du coup, il y a un peu un souci, et il y a des gens qui sont mandatés pour la tuer. Au final, elle finit par retourner dans l'ancienne maison de son père, où il y a plein de gens de sa famille qui l'attendent pour... je sais pas pourquoi. C'est un mélange de science-fiction, de fantastique, et les gens dedans, ils ont plusieurs dieux, parce qu'au lieu de dire « Oh mon dieu », ils disent « Oh mes dieux », voilà. T'as des animaux qui parlent, t'as un chat qui ressemble à Félix le chat qui est chelou, genre c'est une sorte d'horloge. Au final, elle va se sentir... Kate va se sentir perdue, elle va plus savoir qui croire, parce qu'il y a tout le monde qui lui dit des choses opposées. Genre la personne qui l'a élevée, on va dire, elle lui dit que les personnes qu'on voit au début a essayé de les enlever pour son bien, alors que elle lui a menti. Elle savait qu'elle avait un frère depuis que le frère était né, et elle lui a jamais rien dit. Elle se sent trahie, du coup elle se barre, prenant son frère avec elle en sorte d'otage, et ça va se finir en... Je pense qu'elle va redevenir une exploratrice et tout, et voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, dedans t'as des dinosaures, comme ça, t'as des gens comme ça qui parlent, t'as des ornithorynques qui tuent des gens, qui coupent le larynx des gens pour plus qu'ils ne puissent parler. Normal. Là c'est elle petite avec son père. À voir par la suite. Mais pour l'instant c'est bien sympa. Super! J'avais oublié d'enlever ce petit cache de merde. Du coup, putain faut que je refasse tout. T'es mort. Du coup j'ai lu Doubt. En 4 tomes, le 1, le 2, le 3, le 4, de Yoshiki Tonoge. La même personne qui a fait les Judges. Ça se voit un peu quand même, ça se ressemble, non? Ça se voit que le mec il aime bien faire des trucs du genre. Au final c'est un groupe de... En fait, normalement ils sont 6. On les voit, ouais, en fait, ouais, c'est un... J'arrête pas de dire en fait. C'est un groupe de 5 personnes qui jouent souvent ensemble et qui se parlent sur des forums à un jeu qui s'appelle Rabbit Doubt, d'où le nom Doubt. Et les têtes de lapin. Ce jeu, c'est un jeu mobile à la base,
où les protagonistes sont tous des lapins, et dans le lapin, enfin dans ces lapins, il y en a un qui est le loup, seul lui le sait, et il va essayer de mettre la pagaille dans les autres pour qu'ils s'entretuent, et eux, les vrais lapins, doivent trouver qui est le loup pour le tuer. Bref. Et dedans, en fait, les 5 personnages, enfin ils sont 6, mais il y en a une qui est importée, on va dire. Ces personnes, ils vont se rassembler, ils se sont jamais vus en vrai. Dans toutes les personnes qui jouent ensemble et qui se parlent souvent, il y en a un qui ne peut pas venir, ils s'en foutent quoi, ils finissent par aller tous à un karaoké avec la personne qui normalement était pas dans le groupe mais qui finit par être avec eux parce que il y a le protagoniste, le personnage principal du manga qui est son ami et tout, du coup bref, elle était là, du coup voilà, bref on s'en fout. Et durant ce karaoké, il va y avoir un truc qui va se passer en fait, ils vont tous se réveiller dans un endroit un peu comme dans Saw 1 où t'as juste une pièce et il faut qu'ils en sortent. Là en fait ils vont tous se réveiller dans un bâtiment, dans le bâtiment ils vont se réveiller, ils auront tous un code barre tatoué sur eux, sur une partie de leur corps. Et ce code barre, d'accord, ce code barre sert à ouvrir des portes qu'il y a dans le bâtiment. Et là, en fait, c'est une partie de Rabbit Dog géant où il va y avoir vraiment des morts, des trucs comme ça. Du coup, ils vont devoir trouver qui est le lapin parmi les 7 personnages parce qu'il y aura tout le monde dedans, même la personne qui n'a pas pu venir avec eux au karaoké dans leur rassemblement quoi. Même lui il est dedans au final. Durant les 4 tomes, durant les 3 tomes, on va essayer de chercher, de comprendre qui et pourquoi cette personne est le loup. À partir de la fin du 3 et du 4 on sait qui c'est. Enfin non, dans le 4 on sait qui c'est vraiment. Et moi en fait, dès que je les ai vus rentrer dans le bâtiment, enfermés et tout, je me suis dit putain, je suis sûr que c'est cette personne le loup. Il y a un moment, je me suis dit, oh putain, merde, vas-y, je suis fou. Et au final, ah bah non, j'ai gagné, je suis trop fort. Enfin bref. Mais du coup, c'est bien sympa, un truc comme ça. Après, ouais, d'accord. Vu que j'ai commencé par lire Judged, je crois que Judge c'est sorti après Doubt. Et enfin, ça se voit que le mec, on dirait qu'il sait faire que ça, quoi, parce que c'est pratiquement pareil, quoi. Après, c'est sympa. Hein. Je vais vous montrer les dessins d'ailleurs. C'est vraiment un manga. Hein. Mais du coup, je regrette pas de les avoir achetés parce que j'ai bien aimé quand même. Et c'est aux éditions Kihun. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah dis donc, t'en dis des choses. J'ai ensuite lu le livre 2 de The Tower Chronicle. C'est chez Hachette, c'est du Legendary Comics à la base. Je vais vous montrer le 1 avec. Bah, c'est sympa mais sans plus. En fait, c'est surtout pour les dessins que je trouve vraiment super que je l'ai pris, mais je pense pas que je continuerai. Ok. Et dans ce tome, en fait, lui il s'appelle John Tower. C'est un chasseur de primes qui chasse un peu tout, quoi, mais surtout des démons. Là, ce tome, le début va se passer. Encore. Les dessins sont de Simon Bisley et le scénario est de Matt Wagner. Le début, il se passe au Troisième Reich, on voit Hitler du coup et tout. La fin, ça se passe sur un bateau avec une succube. Ce passage, il est cool. Et la plupart du tome, en fait, il se passe dans les 3e catacombes, dans les 43e catacombes de Rome. Il y va à la base, c'est Monsignor, c'est une sorte de prêtre qui l'appelle parce que dans ces 43e catacombes, il y a des choses bizarres qui s'y passent, ils entendent des bruits chelous, je crois qu'ils voient des trucs bizarres, enfin bref. Du coup, il l'appelle pour qu'il aille voir et buter les sortes de démons qu'il pense qu'il y a. Et au final, le mec, il n'y va pas juste pour ça. Ça lui fait une bonne raison de y aller sans que les gens sachent, on va dire, pourquoi il veut y aller. Mais au final, c'est parce qu'il veut essayer de récupérer un artefact. C'est noir. Après, ouais, le scénario, c'est basique, quoi. C'est pas super, mais c'est surtout les dessins qui sont cool. C'est un mec qui est chasseur de primes, qui parcourt la terre entière pour buter des démons, des trucs comme ça, surtout. Voilà, c'est sympa sans plus. L'histoire, elle casse pas des briques. C'est sympa, mais j'avoue que l'histoire avec Hitler, je me suis fait chier. L'histoire dans les catacombes, c'était moyen. Par contre, l'histoire avec la succube, celle-là. Mais ta gueule! Qu'est-ce que tu dis? Celle-là, elle est vraiment sympa par contre. C'est la seule qui méritait vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Et j'ai lu Just a Pilgrim, tome 1 et 2. Comic Book. À la base,
c'est du Black Bull Comics et c'est au scénario c'est Garcenis. Le petit Preacher, il a fait un beau Punisher aussi. Et c'est Carlos Escuera au dessin. Les dessins ils sont pas trop mal. Après c'est pas ouf mais ça passe quoi. Et niveau scénario, Garcenis, bah quand tu vois la gueule du pèlerin, tu sens que, je sais pas si c'est lui qui l'a inspiré pour faire le shérif dans Preacher, la sorte de cow-boy, mais il y a de la ressemblance, ou si c'est l'inverse. Le tome 1, en fait, on suit chaque chapitre, ça commence comme ça, et en fait, c'est des pages d'un journal d'un gamin qui s'appelle Billy, qui n'est pas très bien écrire, c'est mal écrit, du coup, c'est chiant à lire. Du coup, ça suit l'histoire de Billy, celui-là, ça se passe 8 ans après la brûlure. La brûlure, en fait, c'est un truc qui s'est passé, qui a éradiqué, on va dire, tous les océans, toute l'eau qu'il y avait sur la Terre. Du coup, ça se passe dans un monde apocalyptique où t'as des gens qui sont à moitié cannibales, et t'as des monstres bizarres, genre voilà, qui vivent sous la terre. Et ouais, maintenant, dans ce monde, c'est la loi du plus fort qui règne. Et dans ce monde, il y a une personne qui se dresse contre l'injustice, les trucs comme ça, et c'est lui. Le tome 1 se passe 8 ans après la brûlure, et le tome 2, il se passe 12 ans après la brûlure. Le tome 1, c'est Billy qui raconte, c'est un petit enfant qui a à peu près 8 ans. Et là, c'est une meuf, Dr. Christine Page. Et dans celui-là, en fait, dans le premier tome, c'est Billy et sa famille et toutes les personnes qui les suivent qui se font attaquer par des méchants qui s'appellent les hyènes, qu'on voit là, qui sont dirigés par une personne, celle-là, lui, avec son chapeau là, qui s'appelle Castenado, qui n'a pas d'œil, mais il perçoit le monde parfaitement. Et du coup, il essaye de choper tout le monde pour avoir les femmes, pour les violer, pour faire des esclaves des autres. Et dans tout ça, le pèlerin, il va essayer d'aider cette famille et toutes les personnes qui sont avec eux à échapper à ce Castenado. Dans ce premier tome, on va découvrir qui est vraiment ce pèlerin. On va découvrir son passé et on va découvrir que son passé, il est pas joli. Mais ta gueule! Et le tome 2, ça se passe principalement dans une sorte de forêt, dans une sorte de jungle. Le pèlerin, tu sais qu'il est hanté, entre guillemets, par ce qui a été fait dans le premier tome. Et là-dedans, il va rencontrer des gens qui sont persécutés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par des trucs qui s'appellent les glissants, qui ressemblent à ça. Et en fait, ces glissants, ils s'approprient des gens, en fait, ils se collent sur des gens qui finissent par être leur hôte et ils les bouffent en gros. C'est pas qu'ils les bouffent, mais ça devient leur hôte. Mais si ils se virent, et ben leur hôte, il est mort en gros quoi. Ils ont créé une putain de fusée pour se barrer de ce monde de merde. Surtout que là où ils ont plus rien à bouffer à part des légumes, potagers que eux ont fait. Parce que niveau viande, tout autour d'eux, ce qu'ils trouvent, soit c'est pas mangeable, soit ils trouvent rien. Ils savent qu'il y a une caisse de saucisses qui reste quelque part, mais ils la trouvent pas. Et au final, il y a une petite fille qui cherche son père. Son père, elle s'est faite dévorer par un des glissants. Ils l'ont maintenu quelque part chez eux pour essayer de l'étudier, je pense. On sait pas trop. Et au final, c'est complètement con d'avoir fait ça parce qu'il y a un des glissants qui va venir là-bas, qui va venir leur prendre un autre et qui va semer la zizanie, là, qui va faire de la merde dans leur camp. Parce que ça va être le gros bordel. Il y a la petite fille qui va avoir son père qui a cherché depuis partout, qui a cherché partout depuis tout le temps, alors que ces bandes de blaireaux, ils lui disaient oh mais non mais on l'a cherché, on l'a pas vu, ou sinon ils disaient oh on l'a vu plus loin là-bas, il reviendra plus tard. Genre ça devait faire peut-être au moins une semaine que la petite elle voyait pas son père et que les autres qui lui mentaient quoi. Du coup là elle voit, elle fait oh papa, du coup elle va le voir et l'autre il se barre avec quoi, et du coup les autres ils vont essayer de la suivre pour la sauver, sauf que ça va pas se passer très bien. Et voilà en gros. Mais Just Pilgrim, en truc de Garcenis, c'est... En fait, je l'ai acheté parce que il y avait des gens sur Facebook, sur un groupe de comics, ils disaient que oh ouais, niveau Garcenis, c'est un truc qui est vraiment sympa, c'est bien crade, bien malsain et tout. Quand je l'ai lu, j'ai fait ah bah vous avez pas lu grand chose de Garcenis alors mes gamins, hein, parce que ça, c'est tout mignon hein, par rapport à... Genre à son Punisher ou à Preacher, c'est tout mignon, je suis désolé, hein, mais... Du coup, je suis pas complètement déçu parce que c'est pas trop mal, mais je suis un peu déçu parce que je m'attendais quand même à beaucoup plus trash, à beaucoup plus gore, à beaucoup plus dégueulasse, quoi, enfin voilà, quoi. Voilà, vous m'avez compris. J'ai fini mes lectures par XO Manowar, intégrale le numéro 1 chez Bliss Comics, c'est du Valiant. Ça fait depuis que c'est sorti que je l'ai, mais je viens juste de commencer à le lire. J'ai lu les 2 premiers runs.
Le premier run s'appelle l'armure de Shanhaha. C'est Robert Venditti au scénario, comme pour tous les autres pratiquement, je crois. Et pour celui-là, au dessin, c'est Carrie Nord. Et ça nous raconte comment Arik, qui est un Wisigoth qui vit en 402 après Jésus-Christ, enfin en tout cas l'histoire elle débute en 402 avant Jésus-Christ, ça nous raconte comment il fait pour obtenir l'armure de Manowar, l'armure de Shannara. Rien à voir avec le groupe de hard rock, parce que c'est pas du métal. Les dessins ressemblent à ça, c'est un mélange entre du fantastique, de la science-fiction et des parties au Moyen-Âge, parce qu'à la base, Arik c'est un Wisigoth à moitié barbare qui il sait taper, réfléchir, il connaît pas. Il va se faire enlever par des extraterrestres qui vont faire de lui un esclave pendant 1600 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et il va arriver à faire en sorte de ne plus être esclave. Il va retourner dans le monde moderne et il va voir que ça a bien changé. Enfin, voilà. Et le second run, c'est Opération Ninjak. Je monte un peu les dessins. Les dessins, ils ressemblent pas mal, sauf que c'est pas de la même personne. Ils sont de Lee Garbett. Là, il y a des personnes du MI6 qui vont donner comme mission à Ninjak de récupérer l'armure et de capturer Arik. Au final, il y a un des extraterrestres qui est pas vraiment extraterrestre parce qu'il vit sur la Terre depuis sa naissance, qui va trahir son peuple et qui va s'allier avec X-O Manowar, avec Arik. Et du coup, ils vont faire reprendre raison, on va dire, à Ninjak, qui va finir par les aider. Mais voilà, je vais pas trop en dire pour pas trop spoiler. Du coup, pour l'instant, sur le gros pavé, j'ai eu tout ça, parce que c'est des putains de gros, enfin, c'est gros les intégrales chez Bliss. Puis Bliss, ils font du bon travail. Mais pour l'instant, X-O Manowar, je savais. En fait, ça m'intéressait parce que je l'ai acheté parce que Valiant, ça m'intéresse. Ça change de tout ce qu'on connaissait avant, quoi. DC, Marvel. Du coup, Manowar, je sais pas. Je savais pas du tout que c'était une histoire avec des extraterrestres en fait à la base. Je voyais qu'il y avait un mec avec une armure comme ça, quoi. Mais je pensais pas que c'était un mec qui était juste tapé. Je pensais que c'était un mec assez intelligent, moi. Ouais. Mais oui. Et voilà, bref. Du coup, X-O Manowar, j'aime bien pour l'instant. Bonne découverte. Ça va être tout pour cette semaine. Du coup, je vous dis hasta la muchos. Je vous fais des bisous sur vos tulipes. Et puis, comme d'hab, hein, tu peux t'abonner. Et tu peux laisser un pouce qui fait toujours plaisir. Oui. Levé, bien sûr, hein, parce que sinon c'est chiant. Allez, hasta la muchos.